Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Grand Angle, votre émission d'analyse et de réflexion sur la télévision nationale de Guinée. Ce soir, nous ouvrons notre débat sur l'assainissement à Conakry, un défi majeur qui engage autant la responsabilité des pouvoirs publics que celle des citoyens. La capitale Conakry est encore sous le poids des déchets dans certains quartiers en tout cas, malgré les dispositifs mis en place par les autorités. Les efforts continus du gouvernement. Le Premier ministre Amadou Riba, rappelons-le, a d'ailleurs lancé samedi dernier un appel fort à une mobilisation citoyenne, rappelant que la propreté de la cité est l'affaire de tous. Comment améliorer la chaîne de gestion des déchets? Pourquoi les initiatives peinent-elles à produire des résultats durables et surtout quelles solutions réalistes peuvent être envisagées? Pour en débattre, nous recevons ce soir dans notre numéro de Grand Angle Fodé Ahmed Mara, spécialiste reconnu des questions d'assainissement, formé notamment par l'Union européenne et la Banque mondiale. Il apportera son expertise sur la gestion des déchets solides et les perspectives d'amélioration du système actuel. Dans le focus, nos chroniqueurs reviendront sur un autre sujet qui alimente les frustrations du quotidien, les délestages à Conakry, redevenus particulièrement fréquents ces dernières semaines. Et cela en dépit des efforts fournis par le gouvernement pour stabiliser l'approvisionnement électrique. Autant de sujets essentiels sur la qualité de vie des Guinéens. Restez avec nous. Grand Angle commence ici, maintenant et tout de suite avec nos chroniqueurs. Safiatou Kondé, bonsoir et bienvenue. Bonsoir David, bonsoir à tous, bonsoir à chers téléspectateurs. Et on commence une très bonne semaine. Et malheureusement, avec des remous, avec des agissements encore dus à la grève des enseignants. Oui. Nous avons appris dans l'éducation, dans l'éducation, bien sûr, les élèves qui sont sortis encore lapider les autres écoles qui étaient en pleine situation de cours. Et ça a créé un peu de panique dans la cité. Ça crée un peu de panique dans la cité. On espère que les choses vont rentrer dans l'ordre. Espérons-le. Je ne sais pas pourquoi on n'arrive pas encore à saisir ce problème, mais ça perdure. C'est pas bon pour l'enseignement. Mais encore faut-il qu'on saisisse d'abord ce bicéphalisme au niveau du syndicat de l'éducation, parce que tant qu'il y a deux camps, les uns sont d'accord, les autres ne sont pas d'accord, c'est toujours difficile de savoir quel interlocuteur crédible il faut avoir en face pour pouvoir en parler. Idrissa Cissé, bonsoir et bienvenue. Bonsoir David Djomouno. Je ne sais pas si c'est une règle qu'on a imposée sur ce plateau, parce qu'après, quand David salue, il commence toujours par Safi. Safi. Ok. C'est juste une question. Il y a un téléspectateur qui m'a interpellé. Oui. J'ai dit, moi, c'est mon papa. Après, je ne peux pas poser ce genre de questions. Oui. En fait, ce n'est pas une interrogation quand même. Hein, c'est juste. Donc, je ne suis pas obligé de répondre. Non, pas du tout. C'est juste un constat. Ok, le téléspectateur qui a posé la question, je lui dirai, Idrissa va changer de place avec Safiatou. Safiatou vient par là. Je commencerai par là comme ça. Et puis voilà. Non, le problème, c'est votre gauche. Voilà, c'est pas ça. Il a compris. Voilà, c'est juste le téléspectateur. Ça puis sur son bon côté. Voilà, sur mon bon côté. Mamadou Alimou Soirée, l'émir de Lebere, c'est bien ça. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, on dit toujours c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Ce n'est pas l'hypoténuse sur le côté opposé. Ce que Safi disait, je pense qu'il faut que le département arrive à prendre une décision courageuse. On ne peut pas continuer. Laquelle par exemple? Le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. C'est là qu'il y a le problème. C'était les mêmes problèmes dans des écoles. Pendant ce temps, les écoles qui vont nous produire les premiers sont en train d'étudier. Les écoles qui vont nous produire les lauréats sont en train d'étudier. C'est pas écrit d'avance non plus. Hein? C'est pas écrit d'avance, mais ce qu'on est en train de faire la réalité des terrains pendant un mois, ça veut dire que déjà c'est parti. Surtout avec les examens, ça ne tolère pas. Et je pense à un moment donné, si un protocole d'accord a été trouvé, il faut que les gens arrivent à s'aligner quand même. On ne peut pas continuer dans ce bicéphalisme. C'est vrai, les syndicalistes, ils peuvent ne pas s'entendre. Mais nous, notre objectif, c'est qu'ils peuvent ne pas s'entendre à l'interne. Mais une fois qu'il faut sortir pour aller rencontrer le patronat, il faut parler d'une même voix. Non seulement ça, une fois qu'un protocole d'accord a été signé, il faut que les gens restent derrière ce protocole d'accord. S'il y a des revendications encore, continuer les négociations. Mais ça ne peut pas continuer comme ça, les enfants sont dans les rues. Oui, et il y a même des victimes collatérales parce que quand on jette les cailloux sur des voitures, des gens, des passants, il y en a qui ont perdu leur téléphone dans ça. Et il y a des concessions qui ont même
reçu le jet de gaz lacrymogènes, il y a tout ça. Je crois vous avez dit il est temps qu'on mette fin à cette récréation qui n'a fait que durer. Peut-être la petite parenthèse, je crois en parlant du maintien d'ordre, je crois que nos policiers doivent faire la différence parce qu'après, à Kobaya aujourd'hui par exemple, quand tu vas dans une école primaire et que c'est les tout petits qui te disent non, on a jeté des gaz lacrymogènes dans nos salles de classe, maman j'ai peur, je ne vais plus à l'école. Après il faut, c'est traumatisant, c'est les enfants. C'est insupportable même voilà, pour les enfants. Je me dis qu'on ne doit pas arriver jusqu'à ce stade. Après ils ont d'autres mécanismes peut-être pour dissuader ceux qui veulent perturber les cours, mais aller jusqu'à jeter les gaz lacrymogènes dans les classes des enfants, non, dans une école où il n'y a que des tout petits, c'est compliqué. C'est inexplicable. Marie-Angélique Bangoura, bonsoir, elle avait ses enfants malades, j'espère que ça va mieux. Oui, bonsoir David, bonsoir à nos chers téléspectateurs. Mes enfants étaient malades, ils ont repris le chemin de l'école. Oui. Et malheureusement, ce matin, je sortais juste après, je vois, enfin, l'école se trouve juste à côté de chez nous. Et donc, on me dit, Madame Camara, il faut passer prendre tes enfants. Mais pourquoi? Entre-temps, je vois 4 pick-up qui passaient avec, pour, si tu veux, stopper les jeunes qui étaient venus du collège 1, Bonfille, et collège 2 et lycée, pour venir attaquer les tout petits et jeter des pierres. Et donc, c'était vraiment choquant pour les parents qui couraient de gauche à droite. Et franchement, encore une fois, on ne sait pas à quel sens se vouer, parce qu'à cette allure, demain, est-ce que l'enfant vous disait il faut que le gouvernement prenne des mesures en fortes. effet, est-ce que l'enfant va avoir le courage d'aller demain? Moi, je ne pense pas que même mes enfants n'iront pas demain à l'école. Il ne faut pas annoncer ça comme ça, Marie. Non, mais bien sûr. Non, bien sûr, non, je te le dis, parce que c'est pour dire que s'ils ne prennent pas des mesures. Imaginez les cailloux. Ils rentrent dans les salles de classe, ils jettent des cailloux, tu ne sais même pas où ça va. Et donc, le gaz lacrymogène dont Cissé parle, eh bien, c'est un traumatisme qu'on ne peut pas stopper chez l'enfant. Donc, franchement, en attendant qu'ils prennent des mesures, par exemple, des écoles qui sont vraiment victimes, pour moi... Facebook ou la chaîne YouTube Grand Angle ou encore sur www.rtgguinée.info en différé sur TikTok et Instagram Grand Angle. Pour nous joindre, vous pouvez nous écrire à notre adresse email. Nous allons relayer vos messages à grandanglertgkoloma@gmail.com. Envoyez-nous les messages que nous allons relayer tout au long de cette émission. Ali Moussoiré est déjà bien placé pour cela sur le 627 53 09 99 627 53 09 99. Vous pouvez, si vous êtes à l'étranger, ajouter le code de la Guinée, le 00 224 avant le 627 53 09 99. Voilà pour le plateau de ce soir, le premier de la semaine. Dans un instant, on se rend chez EDG. Focus sur l'actualité. Les chroniqueurs du Grand Angle décryptent et analysent les dernières nouvelles nationales et internationales. De la politique à l'économie en passant par la santé, l'environnement et les faits de société, rien n'échappe à notre regard attentif. Avec une approche unique, Grand Angle vous offre une analyse à 360 degrés pour vous aider à mieux comprendre les enjeux et les événements qui façonnent l'actualité nationale et internationale. Les chroniqueurs du Grand Angle vous donnent les clés pour décrypter les faits et gestes qui rythment notre monde. Focus sur l'actualité. Les chroniqueurs du Grand Angle décryptent et analysent les dernières nouvelles nationales et internationales. De retour donc sur ce plateau pour notre focus. Le focus apporte bien sûr les délaissages constatés dans certains quartiers de la banlieue de Conakry. Ça va, ça vient. Il y a des zones où ça dure beaucoup plus longtemps que d'autres zones. Idrissa, vous en avez été victime ou peut-être les quartiers périphériques là où vous logez ont été victimes? Éternelle victime, parce qu'il faut l'avouer, je ne sais pas, mon quartier on a signé quel mauvais contrat avec EDG. La distribution du courant, il faut oser le dire, je ne crois pas à ce stade si EDG maîtrise la distribution du courant. On ne peut pas dire qu'il y a des soucis au niveau des barrages. Non. On a, en tout cas, en attendant jusqu'à date, on a vraiment
de l'eau dans les barrages pour nous servir et il y a le courant. Oui. S'ils ont des problèmes... L'État a fait beaucoup d'efforts financiers ces derniers temps. Le mal, s'ils ont des problèmes, après qu'ils communiquent, qu'ils disent par exemple qu'on a des problèmes techniques de telle à telle heure, parce qu'après ils savent bien communiquer. On peut reprocher tout au niveau des DG sauf la communication. Si en tout cas, si les agents ils peuvent bien communiquer. À un moment donné, au moment où il était question de distribuer le courant par Internet, ils étaient vraiment forts dans la communication. S'il y a des problèmes auxquels ils sont confrontés, qu'ils informent les consommateurs parce que ce courant, en fait, c'est vrai, c'est eux qui gèrent, mais après, c'est nous qui recevons. S'il y a des problèmes, s'il y a des, s'il y a des soucis, s'il y a des soucis, en fait, les retombées, c'est sur nous. Oui. Si par exemple, on dit souvent, chaque fois qu'il y a un incendie, non, il y a un court-circuit, parce qu'après, quand le courant fait des va-et-vient, c'est compliqué que le tout se passe bien avec tout ce qui se passe comme les installations au niveau de certaines maisons et tout. Mais je crois en tout cas ce qui s'est passé hier dans certains quartiers, c'était vraiment désagréable. Et malheureusement, jusqu'à date, on n'a aucune explication. Est-ce que c'est corrigé? C'est pas corrigé? Ça peut revenir? Ça va plus revenir? En tout cas, nous, sur ce plateau, je ne crois pas si on a encore la réponse à ces questions. Ouais, Safiatou, vous avez dit tout à l'heure en off, là où vous logez, vous n'avez pas eu ce problème. Oui, particulièrement hier, non. Et il y a quand même 2-3 semaines, on peut parler d'une stabilité, d'une certaine stabilité de l'électricité dans la périphérie où je suis, parce que de l'autre côté, je ne sais pas. N'empêche qu'on ne parle de ce parce qu'il y a plusieurs quartiers qui en souffrent. Oui. Et les conséquences qui sont encore plus graves, c'est quand il y a court-circuit, oui. On le dit souvent, des fois le courant va, mais ça revient avec une telle tension où ça trouve que les parents sont couchés, ou tout le monde d'ailleurs dans la famille est couché, et puis ça fait peur, et ça vient avec une telle tension que des fois ça peut créer des dégâts. Je ne sais pas ce qui ne va pas encore par rapport à l'électricité. On nous dit que tout va bien, mais dans les quartiers, ça ne va pas. Est-ce qu'on peut parler de la qualification des travailleurs des DG? Est-ce qu'ils ont... À ce stade, on peut bien se poser des questions. Oui. À ce stade, on peut bien se poser des questions. Au lieu de s'atteler actuellement à poser des compteurs prépayés, je ne suis pas contre. Moi, j'ai un compteur prépayé. Parce que là, je pense que c'est une nouvelle campagne qui recommence. J'ai constaté qu'ils sont en train de poser les compteurs. Je ne sais pas si c'est ce qui crée ce délestage. Est-ce qu'il y a un autre problème? Mais qu'ils communiquent justement. Vous savez, vous pouvez avoir plein de problèmes. Mais si vous communiquez, si la population, si par exemple, il dit ça qui a été victime hier, c'est qu'aujourd'hui, de telle heure à telle heure, il n'aura pas de courant. Peut-être qu'il prendra ses dispositions. Oui, il va peut-être charger ses téléphones, ses appareils. En tout cas, il se préparera par conséquent. Aller au marché voisin, acheter une torche. Acheter une torche. On n'est pas seul. Il y a des enfants avec nous dans tous les ménages. Donc moi, je pense qu'il faut communiquer. Quand il y a un problème, il faut communiquer. Et une fois qu'on communique, on sait à quoi il faut s'attendre. Je pense que le problème peut passer. Mais les délestages, ça perdure. Tu as dit tout à l'heure, est-ce qu'il faut se poser des questions par rapport à la qualité de la compétence du personnel? Moi, je pense qu'il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions. Marie-Angélique Bangoura, est-ce que, au regard de tout ce que nous voyons, une expertise étrangère ou peut-être un renforcement des capacités, comme on le dit souvent chez nous ici, les travailleurs des DG ont besoin de renforcer les capacités, non? Est-ce qu'ils ont des capacités? On m'a même jusqu'à te poser la question. Je pense que je vais commencer par un simple fait. Je pense que la RTG était dans l'analogique. Aujourd'hui, on est au numérique. Et au fur et à mesure, je pense qu'il faut progresser à travers la formation. Et je pense que tout le monde s'est adapté. Et maintenant, voilà un plateau de grand angle qui est hyper LED. Donc, au fur et à mesure, il faut qu'on change. Il faut se remettre à jour. Se remettre à jour. Maintenant, si jamais on a des anciens de EDG qui sont... Parce qu'ils disent que nous, on connaît le travail. D'accord. Ils sont caduques, ils ne se mettent pas à jour. Et après, c'est les mêmes personnes qui vont essayer de se charger de la pose de... Comment on appelle ça? De compteurs prépayés. Est-ce qu'il y a une liaison qui ne manque pas là-bas et qu'il faut vraiment savoir accorder? Mais si tu n'as pas suivi cette formation. Donc, je pense qu'il faut former les agents. Il ne s'agit pas de changer de stratégie. Autant tu changes de stratégie. Là où il n'y a pas trop de difficultés, Idrissa le disait, si vous avez des difficultés, la moindre des choses, c'est de communiquer. Oui, communiquer, c'est très facile. Maintenant, peut-être que d'un autre côté aussi, puisque à un moment donné, je vous disais, j'ai dit 8 fois
dans la journée chez moi. Maintenant, peut-être que... vous avez pris tout le temps de compter. Non, tu sais comment j'ai fait? Non. Tellement que j'en avais marre, lorsque j'arrive à la maison, je demande aux enfants combien de fois ils ont coupé. C'est-à-dire, à chaque fois que je demande, donc les enfants, tu sais, ils sont un peu imagés. Donc, il dit, ah maman, aujourd'hui c'est 7 fois. Ah, aujourd'hui c'est 8 fois. J'ai dit à mon mari, mais attends, ça vraiment, c'est quel quartier ça? En fait, j'ai commencé à m'ennuyer. Tu as lié ça au quartier? En effet. Donc, ça, c'est EDG qui a fait ça. Il ne fallait pas que je fasse du tort au quartier. Mais alors, ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai, il faut communiquer. À chaque fois, il communique, mais à la fin, si on a 8 fois la journée de coupure, c'est extraordinaire. C'est qu'il y a quelque part, il y a un souci de comment on appelle ça, de prise en charge, de gestion et tout ce qui s'ensuit. Donc, former les gens, mais aussi en même temps et parallèlement aider les gens à comprendre. Donc, communiquer. Communiquer. Alimou, la refondation, ça doit passer par EDG aussi, absolument. Déjà, ça commence parce qu'il y a eu les compteurs prépayés. Petit à petit, on est en train d'oublier les compteurs post-payés qui nous créent assez de problèmes. Aujourd'hui, on ne va pas dire c'est parce qu'il y a les coupures. Après, on va vous envoyer une facture exorbitante. Mais aujourd'hui, avec ces compteurs, chacun arrive à savoir qu'est-ce qu'il est en train de consommer. Mais comme l'a dit Cissé, il y a un petit souci. Ce souci se situe au niveau de la communication. Parce qu'on nous a habitués quand même à une régularité à un moment donné du courant électrique dans le quartier. Maintenant, le courant existe souvent, ça existe. Maintenant, c'est la distribution qui pose problème. C'est cette régularité dans la distribution qui pose problème. Maintenant, s'il y a un peu de souci, je pense qu'il était question de communiquer pour dire que telle phase ou tel quartier pour connaître des perturbations liées par exemple à des réglages. De telle heure à telle heure, tel quartier, dans telle commune, vous serez privé de courant parce que nos équipes sont sur par exemple des services, des fois même pour installer par exemple des transformateurs, on est obligé de couper la phase qui alimente le quartier. Donc s'il y a une communication, les gens vont se préparer et savoir que ce n'est pas un problème. Je pense qu'il y a eu beaucoup de progrès dans le domaine de la distribution de l'énergie à Conakry notamment, mais jusqu'à présent ça persiste encore. Cette refondation doit passer par là et la formation pour évoluer avec le système. Si on était avec les postes payés, ce n'est plus les mêmes agents qui doivent utiliser les prépayés. Si tel est le cas, il faut qu'on arrive un peu à faire une remise de niveau. Voilà. Il a juste changé de... En fait, c'est un bon journaliste. Comprendre. Sinon, quand même, dans la distribution, à un moment donné, tout le monde avait apprécié. J'espère que ça va continuer comme ça parce que nous, ça nous intéresse. Il y a le journal de campagne qu'on est en train de suivre à la loupe. Pour nous permettre de mieux nous prononcer le 28 décembre prochain. Voilà donc ce qu'on pouvait dire. On espère que des dispositions seront prises pour que ça soit réglé. On a suffisamment de messages des téléspectateurs à Alimou. On va lire quelques-uns avant de recevoir l'invité. Ok, merci. Bonsoir, moi c'est Raïm depuis Nongo. Pour moi, il faut privatiser ce secteur pour le bien du peuple. Merci à vous, merci à vous. Salut de la part de Madame. Est-ce que la pose des compteurs prépayés n'est pas déjà un pas vers la privatisation comme ça? Oui, c'est pas le cas, je comprends pas. Pas forcément. Nous sommes clairement traumatisés. Le gouvernement doit vraiment nous aider pour ces perturbations des cours. Elle parle des cours dans les établissements. Bonsoir Grand Angle, c'est Kamara Mohamed depuis Tombolia avec EDG. C'est de la... Excusez-moi, il faut vous appliquer. Je pense qu'il y a des efforts. Bonsoir, chers chroniqueurs. Cette situation de grève dans les concessions scolaires doit prendre fin pour le bénéfice de la nation guinéenne. La liberté syndicale étant permise, mais qui ne doit pas affecter la qualification du capital humain indispensable pour la valorisation de nos richesses naturelles. Signé Mamadou Kouta Kamara, Yarline Frigia dans Matoto. Merci à vous. Monsieur Silla, bonsoir Grand Angle, Abdul Karim Baldier de Matoto. Le délestage est très récurrent et le problème est que les DG refusent de communiquer. Pour moi, c'est un simple sabotage. Merci à vous également. Nous allons prendre ce dernier. Salut la RTG. Dites au service intervenant pour le maintien d'ordre, il faut voir comment faire pour éviter également de jeter les gaz lacrymogènes aux enfants.
Voilà donc pour les messages par rapport à notre focus. Dans un instant, on va parler de l'assainissement à Conakry, un défi majeur qui engage autant la responsabilité des pouvoirs publics que celle des citoyens. On en parle avec notre invité, Fodé Ahmed Mara. Il est spécialiste d'assainissement. Il sera sur ce plateau juste après la pub. Pour vos habits de fête et autres cérémonies, plus de difficultés pour le choix de votre boutique. Il existe désormais une boutique de référence à Conakry. Pour vos costumes, chemises, ceintures et chaussures de marque italienne et turque, rendez-vous à la boutique Chérif Aïdara. À la boutique Chérif Aïdara, vous trouverez également des cravates, des nœuds papillons, des foulards de cou, des pochettes, des sandales en cuir, des tapettes et des ensembles d'âmes à prix défiant toute concurrence. La boutique Chérif Aïdara, c'est à Kaloum, quartier Monképa, 5e avenue derrière la DPJ. Pour tout contact, appelez au 626 81 73 43 662 57 11 70. À Chérif Aïdara, le pari des sapeurs est gagné. Face à l'invité. La vérité sans détour. Nos chroniqueurs poussent les portes de l'actualité et interrogent un acteur clé de la vie nationale. Sans tabou ni langue de bois, il répond à toutes les questions, offrant ainsi un éclairage unique sur les grandes préoccupations du moment. Grand Angle, votre tribune de libre expression, vous permet de mieux comprendre les enjeux de société, les défis politiques et les mutations économiques qui façonnent notre pays. Dans le strict respect des lois de la République et de la déontologie journalistique, face à l'invité. La vérité sans détour. Nos chroniqueurs poussent les portes de l'actualité et interrogent un acteur clé de la vie nationale. Sans tabou ni langue de bois, il répond à toutes les questions, offrant ainsi un éclairage unique sur les grandes préoccupations du moment. Grand Angle, votre tribune de libre expression, vous permet de mieux comprendre les enjeux de société, les défis politiques et les mutations économiques qui façonnent notre pays. Dans le strict respect des lois de la République et de la déontologie journalistique, face à l'invité. La vérité sans détour. Nos chroniqueurs poussent les portes de l'actualité et interrogent un acteur clé de la vie nationale. Sans tabou ni langue de bois, il répond à toutes les questions. De retour donc sur ce plateau, compte de la deuxième partie de notre émission, nous parlons de l'assainissement à Conakry, un défi majeur, je le disais à l'entame, qui engage autant la responsabilité des pouvoirs publics que celle des citoyens. La capitale Conakry, par endroit encore des ordures placées ici et là, et cela malgré les dispositifs mis en place et les efforts continus des autorités. Le Premier ministre, pour rappel, avait lancé un appel solennel à la mobilisation citoyenne samedi dernier pour rendre Conakry propre, rappelant que la propriété de la cité est l'affaire de tous. Comment améliorer la chaîne de gestion des déchets? Pourquoi les initiatives peinent-elles à produire des résultats durables? Et surtout, quelles solutions réalistes peuvent être envisagées? Pour en parler, nous recevons Fodé Ahmed Mara. Il est spécialiste reconnu des questions d'assainissement, formé par l'Union européenne et la Banque mondiale. S'il vous plaît. Monsieur Mara, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, monsieur Mara, vous allez bien? Oui, David, je me permets parce qu'après, c'est vous qui posez souvent des premières questions ici. Ok. Mais je ne sais pas s'il faut applaudir pour notre invité. Oui. Pourquoi? Parce que la toute première question, monsieur Mara, oui, avec tout ce qu'on a dit sur vous, hein, où est-ce qu'on souvent vous a une fois consulté pour assainir Conakry? Si oui, pourquoi Conakry est encore sale? Merci. Moi, je suis Fodé Ahmed Mara. Oui. Je suis d'ailleurs l'administrateur général d'un GIE d'assainissement. Et je travaille sur le lot 21. GIE, groupement d'intérêt économique. Okay. Donc avec 2 PME. Oui, j'ai suivi beaucoup de formations de 97 à aujourd'hui. Okay. Et je travaille dans l'assainissement.
D'accord. Et si on doit parler, avec votre permission, de l'assainissement, on va dire que de gros efforts ont été fournis par les partenaires, mais aussi par le gouvernement. D'accord. Du reste, on va dire qu'il y a eu des incohérences qui ont fait que nous sommes à ce niveau-là. Des incohérences à quel niveau? Des incohérences dans la mise en œuvre de tout ce que les partenaires ont eu à faire avec le gouvernement. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure et vous allez mieux comprendre. D'accord. Donc il y a eu beaucoup d'interventions. La Banque mondiale est venue en 1997. Ils ont formé une première génération de PME en administration et gestion des ordures ménagères. La formation a duré 3 mois. Ensuite, l'USAID est revenu, pour être bref, dans Conakry Fenteni. Il a organisé des formations et finalement, c'est Enabel, à travers Sanita Ville Propre, qui est là en ce moment. Et je salue de passage Enabel, l'agent d'exécution des travaux d'assainissement en Guinée. Maintenant, pour répondre à sa question... Oui, pourquoi Conakry reste encore à l'État? Conakry reste à l'État parce que ce qu'il faut faire, ce n'est pas encore fait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est les infrastructures de base qu'il faut d'abord mettre en place à Conakry. Les infrastructures de base, c'est les zones de tri, c'est les points de regroupement. Quand les PME vont travailler dans les ménages, ils vont prendre les ordures. Il faut des lieux bien aménagés pour pouvoir dépoter ces ordures-là là-bas. C'est le choix que nous avons fait pour assainir Conakry et il y a longtemps de ça. Et donc, quand ces infrastructures de base de l'assainissement manquent, ça devient un problème. Sérieux. Aujourd'hui, avec la création de nouvelles communes, il n'y a pas de point de regroupement. Ça n'existe pas, c'est peu. Ça existe, mais c'est que c'est peu. C'est insignifiant par rapport au volume d'ordures qui est produit. Deuxièmement, les ZTT, les zones de tri et de transit. Si vous prenez par exemple une commune comme la commune de Tombolia, il y a une ZTT. Mais pour combien de PME et quelle est la dimension de cette ZTT-là? Ensuite, ce n'est qu'un premier aspect. Il y a le problème du respect du code de l'hygiène et de la salubrité publique. Par les citoyens. Bon, le code, c'est que à la fois PME, il sanctionne, PME, citoyens, et n'importe qui salit la ville. D'accord. Donc le code de l'hygiène et de la salubrité vivement doit être décidé. Et j'ai d'ailleurs participé à son élaboration pour qu'il soit envoyé à l'Assemblée pour que ça soit vraiment une loi. Je ne sais pas maintenant si c'est fait ou si ce n'est pas fait, mais en ce moment, on a besoin de ça parce qu'on a fait trop de campagnes de sensibilisation pour rendre Conakry propre. Les gens n'arrivent pas. Non, mais attends, pour rendre Conakry propre depuis 2005, de 2005 à 2025, qu'est-ce qui a changé? Parce que moi, je vois qu'il n'y a qu'une seule décharge. Depuis de 2005 à 2025, il n'y a que les mêmes stratégies, alors que la population augmente. Exact. La question, elle est intéressante. Et quand la Banque mondiale formait en 1997 jusqu'en 2000, on nous a dit, la décharge là, il faut la changer parce qu'après, ça sera une catastrophe. Ça nous a été dit. C'est resté comme ça. D'accord. Donc les autorités étaient informées? Oui, les gens le savent. Et vous avez vu, je crois qu'ils sont en train de fermer là-bas maintenant. Ils sont en train de fermer là-bas. Mais en attendant, aujourd'hui, je vais vous dire, vous qui passez sur les grandes voies, vous allez voir là où il y a les RTT, là où il y a les points de regroupement, vous allez trouver des dizaines et des dizaines de tricycles garés, ils n'ont pas où dépoter les ordures. Ça, c'est au niveau de ceux qui sont... Et d'ailleurs, je vais saluer aujourd'hui les opérateurs qui évoluent dans le domaine de l'assainissement. Vous savez qui ils sont? Ce sont les sortants des universités, des écoles professionnelles, après une formation avec l'agence d'exécution des travaux d'intérêt public qui a développé le système IMO, la haute intensité de main-d'œuvre par rapport à la haute intensité de machinisme. Il a été démontré à ces jeunes que l'assainissement est porteur avec le système IMO. On peut utiliser des milliers de personnes. Ça se justifie aujourd'hui. Si vous faites l'état des lieux, vous trouverez que ces PME-là utilisent beaucoup de monde. Malheureusement, c'est les sortants des universités, c'est les sortants des écoles professionnelles qui sont passés à l'école de Enabel, que je salue de passage, qui a bien formé ces jeunes,
qui est en train d'informatiser le système de précollecte à Conakry. Mais est-ce que ça impacte, monsieur Papa? C'est oui, ça le problème. Oui, ça impacte parce qu'il faut fermer quand même le personnel de la voirie publique. Aujourd'hui, par exemple, le problème se pose au niveau des communes. Les gens ne sont pas formés pour être des agents, des éboueurs. Alors monsieur Mara, on va faciliter la compréhension. Oui. Première étape, pourquoi Conakry est sale? Parce qu'il n'y a pas de points de tri. Il n'y a pas de... Voilà. Maintenant, si on a ces points de tri, quelle doit être la prochaine étape? Et qu'est-ce qui doit suivre pour qu'on ait vraiment une capitale propre? Ah, ça c'est une bonne question. La prochaine étape, c'est qu'il faut discipliner la population. Il faut respecter le code de l'hygiène et de la salubrité. Mais aussi, il faut faire... Quand vous dites discipliner, c'est la répression là. Il faut réprimer carrément. Bon, je vais juste dire les amendes et les taxes qu'on doit imposer. Voilà. Les taxes et les amendes qu'on doit imposer. Parce que je vais vous dire honnêtement. D'accord. Dans l'ancien code, par exemple, les anciennes, ce que j'ai dit, vous avez votre maison ici. Il n'y a personne à gauche, il n'y a personne à droite, il n'y a personne derrière. L'État, c'est vous. Oui. En attendant, vous qui êtes là-bas. Sauf que ça ne colle pas parce que c'est difficile de revoir cette réalité de nos jours. Non, maintenant, qu'est-ce qui doit changer? Parce que là, M. Mara, moi, je ne vais pas conjuguer au passé. Je suis très heureux de vous avoir sur ce plateau parce qu'après, je me dis, j'ai quelqu'un qui pourra me dire qu'est-ce qu'il faut pour que ma capitale soit propre. Ce que vous parlez, c'est cette loi, je dis qu'elle est dépassée. Maintenant, au-delà, parce que c'est difficile d'avoir une concession aujourd'hui où tu n'as pas de voisins à gauche, à droite, derrière, devant. Si. Oui, ça existe, mais c'est rare. Maintenant, allons sur l'aspect. Oui, c'est ça qu'on me compte. Ce que je dis, c'est qu'il y a toujours un citoyen qui est responsable de quelque chose devant l'État. Quand vous venez dans une concession, la première question qu'il faille poser, c'est que où est votre poubelle? Justement. Celui qui n'a pas de poubelle, demandez-lui où il met ses ordures. Si vous avez votre poubelle, qu'est-ce que vous faites de votre poubelle? Est-ce que vous êtes abonné? Les sacs, vous mettez les ordures dans les sacs, vous êtes abonné à une PME, vous avez un contrat. Les PME, vous signez des contrats avec eux, vous discutez librement les montants, et puis à la fin du mois, vous payez ce que vous devez payer et vous exigez qu'ils vous donnent le reçu. Quelqu'un qui n'a pas de poubelle, quand vous lui posez la question où il met ses ordures, comment il va vous répondre? Non. À partir de là, on peut réprimer. Mais l'État a tenu compte de tout ça. Oui. Marie-Angélique. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé du code de salubrité et de l'hygiène. Est-ce que, j'ai deux questions, est-ce que ce code-là, les mesures que le ministre a prises récemment de réprimer les gens en les envoyant 3 jours pour faire des corvées ou encore en les gardant en garde à vue, etc., est-ce que ça fait partie de ce code de salubrité? Ça, c'est la première question. Et il peut répondre à ça déjà? Ok, d'accord. Oui, oui. Le code, normalement, il doit être national. Il est pour tout le monde. Ok. Mais aussi, il est pour la PME, il est pour les habitants, mais ils sont aussi contre tout le monde et pour tout le monde. Parce que ça réglemente l'activité. Okay. Moi, par exemple, vous êtes abonné chez moi. Dans le code, il est dit que quand je ne prends pas vos ordures, il y a des sanctions que je dois recevoir. Oui. Mais pour que moi je prenne vos ordures, pour que j'envoie, il y a des préalables. C'est quoi ces préalables? Les préalables, c'est que il faut que les dépotoirs, la décharge... Il faut qu'il ait vidé au moins. Voilà. Ces zones de transit aujourd'hui sont... Voilà, deuxième question. La deuxième question, vous avez vu récemment le ministre prendre la décision de rendre Conakry propre pendant 3 mois. En tant qu'expert, vous pensez que c'est possible? Bon, on va faire avec les moyens qu'on a. On est engagé. Franchement, nous allons le faire. Je m'arrête là-bas. On a déjà compris la réponse. On ne peut pas aller au-delà de nos moyens. Moi, je pense qu'il faut quand même être réaliste. C'est vrai qu'on veut tout de suite là changer la donne, mais il faut être réaliste. Il a dit les préalables. Il a dit les préalables. Il faudrait avoir ces décharges-là bien fournies pour que Conakry soit assez. Moi, je voulais qu'on nous laisse développer pour nous aider à comment on va aller. Ok, vous avez parlé de l'existence déjà des points de regroupement. Il faut s'abonner à une PME, parler de quoi, tout ça, oui, après ça. Je parle maintenant de la mise ensemble de tout le monde. Oui. Tous les acteurs de l'assainissement, on doit avoir les mêmes informations. Je ne vais pas dire les mêmes formations. Une synergie, madame. Merci pour le mot. Je ne dis pas peut-être la même formation, mais on doit avoir la même information. C'est-à-dire le chef secteur, le chef de carré, le chef quartier, les conseillers communaux, la PME, on doit être sur...
Parce qu'on va donner la formation aux PME, après on va leur donner des contrats, ils vont venir devant des chefs secteurs qui ne savent rien, des gens qui ne veulent même pas savoir. Et des fois, ils vous disent, oui, tu entends des gens, excusez-moi, mais qui vont vous dire, non, les papiers, là, mettez ça de côté. Alors qu'aujourd'hui, la Guinée a besoin de former pour demain le personnel d'assainissement. Il y a la formation dedans. C'est des entreprises, ça. Tout à fait. De très grande valeur, de très grande valeur. Ça crée si on ne commence pas aujourd'hui, les autres viendront le faire à notre place un jour. Quelqu'un a dit à la Banque mondiale un jour, il dit mettez-vous. Parce qu'après, les Français eux-mêmes, ils ne faisaient pas les travaux de voirie, ils refusaient de le faire. Mais quand le monde est arrivé à un moment donné, les pays de l'Est, les gens venaient pour chasser les Français et faire ce travail-là. Donc aujourd'hui, on a une génération de jeunes qui sont bien formés dans les universités, dans les écoles professionnelles, qui sont partis recevoir les cours d'entrepreneurs avec la Banque mondiale, l'USAID et l'Union européenne tout récemment. Il faut les aider juridiquement, il faut les aider matériellement, il faut les aider administrativement. Monsieur Mara, est-ce que vous ne pensez pas que... il dit ça pour des questions. Conakry est sale. On veut que Conakry soit propre. Tout à fait. Est-ce que vous ne pensez pas, je sais, on a tous envie de cela, mais on va essayer d'aller selon ce qui doit être fait. Est-ce que vous pensez que la méthode aujourd'hui adaptée par le ministre Aboubakar Kamara est la meilleure pour vous? Parce que ne serait-ce que, pas plus tard qu'hier, il a mené une patrouille nocturne où il a demandé à toutes les autorités locales de sortir, à assainir, parce que c'est eux, les ménages qui viennent déverser les ordures dans les rues, et c'est leur carré, c'est à eux de veiller à cela. Donc il a demandé à tout le monde de sortir, et quiconque ne sortira pas sera peut-être sanctionné, ou je ne sais pas. Est-ce que vous pensez que c'est la méthode qu'il faille aller vers... La méthode forte. Oui. On peut l'utiliser, mais c'est quand on aura les infrastructures de base qu'il faut que Conakry peut être propre. Oui, mais même si on n'a pas d'infrastructure, cela ne veut pas dire de déverser les ordures. Cela ne veut pas dire de sortir carrément de sa concession et déverser même la chaussée. Une patrouille contre les ordures. Mais attends, il a mené une patrouille hier. On ne peut pas vivre avec les ordures aujourd'hui si les PME n'arrivent pas, par exemple, à prendre les ordures. Là, ce n'est pas les PME qui déposent là. Non, c'est ce que j'ai dit. Les gens déposent parce qu'il y a certains qui sont abonnés. Ils sont abonnés, mais les PME ne viennent pas. On a dit les zones de transition. Il est en train d'expliquer tout ça. Moi, c'est que la question que j'avais est de savoir pourquoi la population n'adhère pas à cette politique. La population n'adhère pas à la politique. Il y a beaucoup de raisons en cela. À un moment donné, vraiment, elle ne croit plus. Et autant elle a la possibilité de mettre les ordures dans les caniveaux, dans les trucs sans que personne ne les interpelle. Quand il y a les grosses pluies là, moi je reste à mon bureau. Je vois les gens qui sortent les ordures, ils mettent dans les autres. C'est parce qu'ils ne sont pas abonnés. Il faut se dire la vérité. C'est comme s'il n'y a personne, quoi. Pour les comprenez? Oui. Maintenant, ces personnes-là, comment on peut leur dire qu'il faut t'abonner à une PME? Les gens, ils ont la facilité. Et quand c'est la saison sèche, ils mettent le feu là-dedans. Et tout à l'heure, j'ai envoyé des on va voir tout à l'heure les conséquences. Les conséquences de tout ça sur la population. Alors, Monsieur Mara, on va... David me regarde. J'ai même envie de prendre la direction de l'émission. Monsieur Mara, avant, à vous voir votre âge, je sais, vous avez un peu vécu le temps de Sékou Touré. À l'époque, je ne sais pas qu'est-ce qui était mis en place pour que ça marche, mais j'ai l'impression que non, au moins on était tout petits. Nos mamans qui faisaient la lessive et tout, à un moment donné, on dit attention, les services de salubrité sont là. Tu vois les gens courir, balayer au même moment. Est-ce que c'est ces pratiques qu'on a abandonnées ou bien c'est parce qu'on a les gens... Au fait, pourquoi ça ne marche pas comme avant? Vous savez? Non. Je vais vous dire honnêtement. C'est la loi qui interdit aux hommes de faire ce qu'ils veulent faire. C'est la loi qui interdit. Avant, il y avait deux systèmes de contrôle dans les quartiers et qui marchaient très bien. Il y avait ce qu'on appelait le représentant du parti, le comité directeur par exemple, dans une section. Mais il y avait aussi le commandant d'arrondissement qui avait des gardes. Mais aussi il y avait l'investissement humain, la milice était vraiment motivée. Vous savez, la plupart de nos écoles, de nos machins ont été faits sur la base d'investissement public. Les choses ont changé. Aujourd'hui, ce n'est pas facile de faire travailler le Guinéen à la base d'un investissement comme ça. Mais non.
Vous voyez, il faut toujours le temps qui fait ça, quoi. Donc, les valeurs du passé, mais c'est ce que j'ai envie de dire. La pérennisation des acquis, on n'a pas su les garder, on n'a pas su les conserver, même avec les bailleurs de fonds qui sont avec nous là. Quand vous prenez Inabel aujourd'hui, c'est vraiment un exemple pour moi. Les ZTT que vous voyez là, les points de regroupement, c'est eux qui font ça, c'est le financement de l'Union européenne. Et ils nous ont formés, ils nous ont donné des ordinateurs, ils ont beaucoup fait. Mais le résultat, il reste le même parce qu'on n'est pas sur les mêmes longueurs d'onde que ceux qui sont chargés de mettre deux fois en œuvre toutes ces politiques-là. Et le gouvernement et les bailleurs de fonds, ils montent sur quelque chose. Vous allez dans une commune, après vous trouvez un conseiller qui va vous dire, bon, je m'excuse, hein, mais vous n'avez pas les informations, vous n'avez pas les mêmes niveaux d'information. Donc vous ne pouvez pas travailler correctement ensemble. Et tant que c'est comme ça ne porte pas. C'est pourquoi je sollicite l'occasion que vous me donnez là. Oh non, vous allez solliciter après, mais est-ce qu'on peut parler déjà des conséquences? Alors, vous voyez, quand je parle par exemple, des ordures. Voilà, quand je parle des conséquences, par exemple, de l'insalubrité, du manque d'hygiène. Ça m'a été enseigné par l'Union européenne. Ça, c'était en 2010. En 2010. Oui, ça, c'est des images effroyables, vraiment. Vous voyez les conséquences du manque d'hygiène, ce que ça peut faire? Ça joue, oui. Il y a d'autres images encore. Vous voyez celui-là? Oui. C'est pas le sorcier. C'est le manque d'hygiène qui a rendu cet enfant comme ça. Il y en a beaucoup. Lorsqu'on ne vit pas dans un environnement sain, ça provoque des situations ça comme provoque. ça. Vous voyez celui-là? Là, c'est des On décharges. dit que quand tu mets les ordures sur la route, ça bloque la circulation et puis ça fait des accidents. Ça, c'est en 2010. Juste 15 ans derrière, non? Ici, on dit qu'il faut que la communauté accepte de participer à l'assainissement. Vous voyez la population qui sort, mais pas comme nous le faisons. Hein. La population, elle doit être organisée, conscientisée pour que de temps en temps, chacun fasse quand même un travail de nettoyage. Parce qu'après, tous les jours, on produit les déchets. Absolument. C'est pas sporadique. Vous avez vu cette femme-là? Ça, c'est un dépôt sauvage. Il faut des personnes pour l'arrêter. Pour lui dire ce n'est pas faisable. Si vous faites ça, vous allez subir une sanction. Oui, M. Mara, c'est justement là, par exemple, à ce niveau que moi je rejoins le ministre Abaka, parce que là, au fait, elle le fait dans un quartier. Tu verras le chef de quartier, le chef de secteur, le chef de carré, comme vous l'avez dit, c'est pas son problème, alors qu'elle, elle doit être interpellée. Mais qui doit l'interpeller? C'est le chef de quartier. Voilà. Le chef de quartier, aujourd'hui, quel moyen il dispose pour parler à un monsieur comme ça? Je vous dis honnêtement, parce qu'il faut avoir une petite garde avec soi. Vous dites que le chef de quartier n'a pas de moyens de répression. Parce que le plus souvent, bon, si vous n'avez pas la garde, voilà, justement, il a l'autorité quand même. Il a l'autorité, oui. Mais il faut qu'on mette derrière peut-être ses moyens. C'est ce qu'on va... Non, là, on cherche à corriger qu'est-ce qui ne va pas. Si c'est des chefs de quartier qui sont censés faire ce boulot, ils ont peut-être le, comment tu as dit, ils ont le plein pouvoir, mais qu'on mette les moyens à leur disposition pour qu'ils puissent faire leur travail. Alors, je m'arrête là-bas et je rejoins votre définition. On est d'accord sur ça. Vous avez vu ça? Les ordures là, on peut les faire des composts avec. Biodégradables, Vous avez vu ça? On peut faire des composts avec. Mais ils nous ont dit aussi... Et ça peut servir d'engrais. Après toute étude, ils ont dit la solution, c'est les PME. Vous voyez où les PME ont commencé? Avant, les PME, certaines PME travaillaient avec des brouettes. Après, ils sont venus avec les... Montrez bien l'image. Ils sont venus... Pas les tricycles, d'abord les charrettes. Ça, c'est une charrette. Après, ils ont quitté le stade de charrette. Ils sont aujourd'hui au stade des tricycles. Mais malgré tout, ça persiste le problème. Oui, mais imaginez-vous, un tricycle coûte 20 millions de francs guinéens. Un jeune qui est sorti de l'université, qui veut être dans le système IMO, la haute intensité de main-d'œuvre, qui doit recruter les gens, qui va aller s'endetter pour 20 millions, qui doit payer les 20 millions, qui doit payer les travailleurs, qui doit payer le bureau. Mais il faut aider ce carburant. Il faut l'accompagner. Juridiquement, administrativement et même matériellement. Nous sommes dans ça. Les PME, je jure, il faut qu'on les aide. C'est eux qui sont dans les quartiers nuit et jour. Il y a une insuffisance d'investissement sur les PME. Ah bon, je le dirais comme ça. Je le dirais comme ça. Il faut sauver les PME parce qu'après, c'est eux qui peuvent. Et là, il y a une autre image qui ne nous... Voilà, ça bloque le passage de l'eau et les inondations. Les inondations, c'est depuis 2010 que nous, l'Union européenne, nous en parle.
Ils nous en parlent. Maintenant, vous imaginez aujourd'hui, les mêmes choses se reproduisent. Oui, mais moi, ce que je ne comprends pas, il y a ces PME qui sont indépendantes, qui arrivent à travailler, ça c'est le premier aspect. Ça n'a pas fait, je pense, plus de 6 mois que le président a mis à la disposition des délégations spéciales, d'abord des véhicules, pardon, mais également des moyens pour rendre Conakry propre. On a même reçu un président d'une délégation spéciale qui nous a dit que les véhicules, c'est pour prendre ici un moyen très loin. Il nous avait dit dans 3 mois, justement, c'est là le problème. La commune allait être une commune exemplaire. Et c'est le ministre également qui revient pour nous dire dans 3 mois que Conakry sera propre. Et le jour-là, j'ai suivi de Koloma ici, de Bambeto, jusqu'au niveau de la cimenterie. Partout, il y a les ordures qui jonchaient le long de cette route. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne devrait pas changer de stratégie pour améliorer cette capacité? On doit améliorer la stratégie qui est là. Vous savez, on n'élabore pas l'assainissement dans les villes. Il y a 2 choses. Oui. Vous ne pouvez pas aller prendre du matériel qui n'est pas adapté aux réalités de votre zone. Alors, je salue de passage ce gouvernement qui a fait des routes à l'intérieur des quartiers. Ça, c'est un grand effort, ça. Parce que ça permet aux tricycles de rentrer là où ils ne rentraient pas avant. Je ne sais pas, mais ça a été une bonne chose. La deuxième des choses, aujourd'hui, est-ce que les personnes qu'on croit intervenir en tant qu'opérateurs économiques dans le secteur de l'assainissement interviennent? C'est les jeunes de l'université là qui se sont dit, les sortants des écoles professionnelles, on va booster parce qu'après nous préférons travailler ici que d'aller dans la mer. Ce sont ces jeunes qui sont là. Ils vont aller s'endetter à 20 millions grâce à Inabel, Union européenne, qui a facilité ça aussi. À 20 millions, ils vont se mettre à rembourser ça par mois, ils vont se mettre à payer le personnel. Après, ils n'ont même pas où déposer les ordures. Ça meurt. Ça meurt. Or, c'est des entreprises comme ça qui peuvent grandir. Un jour, vous verrez que toute la Guinée, toutes les régions vont avoir leur entreprise d'assainissement. L'objectif, c'est ça. Et les travailleurs, ils seront des milliers, j'allais dire des millions. Parce que ici, la haute intensité de main-d'œuvre, là, ce n'est pas comme la haute intensité de machinisme. Ce n'est pas les machines qui travaillent dans l'assainissement. Le plus souvent, c'est les porte-à-porte qu'on fait là, c'est quelqu'un qui va, il prend. Alors, sauf qu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui disent que les PME ne font pas le boulot. Oui, ils ne peuvent pas faire le boulot actuellement. Pourquoi? C'est compliqué pour eux. Parce que après, si vous venez au point de regroupement, en rentrant le soir, regardez le point de regroupement, vous allez trouver les tricycles, ils sont garés partout avec des ordures. Mais bien avant ça aussi, il faut accompagner ces jeunes-là. Moi, je pense qu'il faut accompagner les jeunes entrepreneurs aujourd'hui qui sont dans l'assainissement. Il faut les aider. Quand un étudiant se dit, je vais ramasser les ordures de mon pays, quelqu'un qui a fait droit ou qui a fait je ne sais pas quoi, ou bien les écoles professionnelles, il faut les aider. Donc, M. Mara, si je comprends, le premier gros point sur lequel il faut investir, c'est trouver une décharge. Il faut trouver une décharge, il faut trouver des RTT, il faut trouver des points de regroupement. La décharge, c'est tout ce qu'on prend dans le quartier, on envoie au point de regroupement ou à la RTT. Et on prend la RTT, on envoie à la décharge. Mais les rôles sont repartis. La commune a son rôle, les PME ont leur rôle. Les PME vont de porte en porte. On a l'impression que nous, on confond tout, chacun. Voilà, ils vont de porte en porte. C'est même pas ce qu'il faut faire. Vous savez pourquoi les PME, là, ils ne peuvent pas refuser de travailler? Parce qu'actuellement, ils vivent de ça. Ça, ils travaillent. Les 30 000 qu'on donne aux PME, ils vivent de ça. Ils font vivre leur famille, le bureau, la banque, les réparations, l'essence, ils payent tout ça dans ça, là. Or, le gros du boulot, c'est eux qui font le gros du boulot. Parce que c'est eux qui sont dans tous les ménages, dans tous les carrés pour prendre les ordures. Ok. Oui, Angélique, allez-y. Alors, c'est vrai qu'on confond tout et on aimerait savoir quelle est la procédure du point A au point Z. Très bonne question, madame. Ça, c'est une question. L'autre point, on est en train de parler de décharge. On a la décharge de Dar Salam. Et moi, je me rappelle que actuellement, si je vais, il y avait des familles qui avaient leur concession, pas en logement, que la décharge en englouti. Et c'est extraordinaire, je n'en revenais pas. Et c'est quoi l'avenir, si tu veux Non, on a décidé de fermer là-bas, non? Oui, c'est ça. Mais comment ça va se passer pour le tri, pour le compostage et tout ce qui s'ensuit, en fait? Vous savez, le tri devrait se faire depuis au départ. Le tri devrait se faire depuis au départ, mais s'il n'est pas fait là, on peut le faire à l'intérieur
des zones de tri et de transit. Comme son nom l'indique, avant que les ordures n'aillent à la décharge, on peut faire les tri à l'intérieur là-bas. Mais c'était mieux que madame ait par exemple 4 poubelles chez elle, ou 3 au moins, ou des sachets, des sacs, là où on met les verreries, là où on met les épluchures, là où on met les comme ça se passe à Kamsar. Voilà. Il y a un véritable problème. Vous comprenez? C'est-à-dire, on prend la forme pour le fond dans cette affaire d'assainissement-là. On prend la forme pour le fond. D'accord. Si cela est fait, par exemple, cette politique, elle est mise en place. Nous allons chez vous, on prend les épluchures, on les met là. On prend les verreries, on les met là. On prend les tissus usés, on les met là, ainsi de suite. Le camion qui vient ou la tricycle qui vient sait déjà où envoyer ses ordures. Si c'est pour le compostage, ça va partir. Si c'est pour le recyclage, ça va partir. Donc c'est une vraie organisation. Si c'est pour l'incinération, ça va être incinéré. Si c'est pour le simple compostage que nous faisons en ce moment, on va le faire. D'accord. Monsieur Mara, moi je vais poser une question vraiment simple pour les téléspectateurs. Vous êtes à Dabompa. Oui. On vous demande par exemple, vous avez des PME. Oui. On vous demande, l'État vous demande, vous êtes devant le Premier ministre ou le chef de l'État qui vous demande, donnez-moi un montant pour que la commune de Dabompa soit propre. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Je vais répondre au ministre. Et la même question pourrait être pour les différents... Voilà, répondez au ministre. Je vais dire au ministre, aidez-nous simplement à avoir le matériel. Les tricycles, qui coûtent cher. Oui, non, je vous dis, parce que c'est la base, quoi. Oui. Vous comprenez? Quand tu vas demander, pour par soulager exemple... les ménages. Quand tu vas demander 200 millions, on va dire c'est trop. Or, ça représente juste 20 tricycles. Mais 200 millions, c'est pas trop. Non, les gens vont dire c'est beaucoup. Non, pour moi, ce n'est rien. Oui. Je vais dire, aider les PME, chaque PME au moins à avoir 5-6 tricycles. Ok. Vous comprenez? Oui. Ensuite, garantissez leur contrat. Parce qu'il y a un autre problème. Lequel? Quelqu'un va suivre toute cette formation-là, toutes ces étapes-là, après un jour... On dit, vous ne travaillez plus là. Non, quittez ici parce que... Voilà. On doit faire ça, on doit faire ça. La pérennisation des ressources humaines. Les ressources humaines qui ont commencé l'assainissement ici, la plupart découragées ou renvoyées comme ça. Il y a une génération qui est venue depuis 2017. La propriété de Conakry, c'est pas demain. Hein. Ah, c'est comme si vous avez lu dans ma tête. Oui. Vous voyez? Maintenant, pour l'immédiat, moi je pense qu'il faut aider les PME. Il faut retrouver rapidement un point de stock. Ce que nous faisons, c'est le stockage des ordures. Hein. On peut aller aménager quelque part là-bas ou stocker en attendant qu'on fasse des infrastructures qu'il faille. Ça, c'est des solutions qui peuvent aller. On va créer notre décharge. C'est ça, sans tri. On ne peut pas trier. Voilà. Je pense qu'il lointain, peut-être ça a des conséquences aussi, mais qui débarrasserait Conakry quand même des ordures. Lesquelles? Oui, c'est une solution. Le Grand Conakry, vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans le cadre du Grand Conakry. Le schéma directeur conçu par Sanita Ville Propre, exécuté par Inabel, la politique, c'est Conakry, c'est le Grand Conakry, gestion des déchets, vision 2040. C'est ça le projet. Moi, j'ai même peur que ces gens-là ne finissent ce projet-là sans qu'on finisse de mettre la professionnalisation, parce que eux, leur objectif, c'est ça. En 2040, Monsieur Mara, oui. Est-ce que avec toute l'expertise que vous avez dans le domaine, on a vu après le 5 septembre, le général Mamadi Doumbouya lui-même descendre carrément dans des poubelles pour nettoyer. On a vu les ministres ici chaque premier samedi du mois. Est-ce qu'avec votre expertise, vous avez été contacté une fois pour qu'on vous demande peut-être d'apporter cette expertise pour qu'on puisse aller de l'avant? Est-ce que vous avez été contacté? Je vous dis honnêtement, c'est ma première fois de venir parler avec les journalistes comme ça à la RTG ici. Mais là, c'est votre faute. Pourtant, vous êtes un expert. Ne communiquez pas. Oui, mais après, si vous avez toutes les connaissances que vous aviez, si vous-même, vous ne venez pas, vous ne partez pas peut-être vers les personnes qui ont... qui sont dans nos besoins. Non, c'est le gouvernement. Voilà, justement, qui peuvent nous aider, qui ont la force. Si vous ne partez pas vers ces personnes, c'est la Guinée, c'est plus vous allez souffrir et nous souffrons aussi. Voilà. Non, je suis quand même les débats. Je suis les débats, des fois, je vous vois avec des personnes. On parle d'assainissement, des fois ça vous fait rire. Justement, c'est ce que je voulais dire. Des contre-vérités. Des contre-vérités. Bon, mais ils ont la voix au chapitre. Il faut laisser ça comme ça. Autrement dit, pour me résumer, la pérennisation des acquis, la formation vraiment des ressources humaines qui sont capables de réfléchir et de prendre des décisions, mettre rapidement en place des zones de tri et de transit. Et comme nous sommes dans le système
pas d'incinération, pas de transport. Le simple ramassage des ordures et aller les stocker quelque part, on peut rapidement trouver ces lieux-là. Oui. On va rapidement mettre en branle, puisque le travail sera fait, le code de l'hygiène et de la salubrité, mais au même moment que tous les acteurs soient au même niveau d'information. Alors, monsieur Mara, vous avez parlé d'incinération et pendant ce temps, on va souvent la pharmacie, à moins que je me trompe, qui incinère les produits, les médicaments, la drogue. Vous pensez que ça, la police aussi, hein, la drogue. Il y a des usines. Est-ce que ça, c'est une... Parce que ça a l'air libre. Incinérateurs. Mais ça, c'est parce qu'on n'a pas le courant aussi. Vous envoyez les déchets, ils vont les faire disparaître. Oui, au niveau de la mais ça, c'est à l'air libre. Mais au niveau des hôpitaux, il y a des incinérateurs. Je m'appelle Fakaba Kanté, je suis à la T8, je suis abonné au PME. Mais je vous jure, ça fait 8 mois, je n'ai pas vu. Les ordures sont chez moi, ils disent toujours il y a un problème de dépotage. Merci à vous. Bonsoir, veuillez demander aux décideurs des unités de transformation des déchets dans chaque région administrative en mettant des centres de tri, mettre en place au niveau des communes urbaines des bureaux chargés de l'hygiène publique et salubrité, adopter la politique pollueur-payeur. Puis c'est sa solution. Merci à vous, bonsoir à tous. La solution sans poubelle est une solution vouée à l'échec. C'est Abdoulaye Bari qui nous a envoyé ce message. Pourquoi les services d'hygiène n'existent plus en Guinée? Posez cette question à votre invité. Merci, ce sont les mêmes qui reviennent également. Bonsoir, en Côte d'Ivoire, par exemple. Devant chaque concession, il y a des poubelles et les camions viennent ramasser. Il faut confier la gestion des ordures aux communes. C'est votre avis. Merci à vous. Bonsoir. Voici quelques pistes de solutions pour ce secteur névralgique. Contrôler une vraie décharge technique, centre d'enfouissement technique, créer une société nationale des déchets ou métropolitaine des déchets, développer une filière d'économie circulaire, éducation, environnement, contenu, taxes environnementales locales, le recyclage des plastiques, développer le tri collectif. Beaucoup de choses. C'est Mamadou Kouta Kamara depuis Matoto qui nous a envoyé ce message. Ils sont nombreux. Oui, ils sont nombreux. Merci à la question dès qu'on parle d'assainissement, ça préoccupe. Alors, M. Mara. Juste une réponse à... Oui. Allez-y. Voilà, par exemple, le cas des poubelles devant les concessions. Vous avez vu, l'ANASP a mis les grosses poubelles le long des routes. C'est pour les passants. C'est pas pour la population. Vous avez un paquet vide de trucs, vous mettez là-bas. On n'avait pas compris. Connaisseur connaît pas. Vous savez ce qui s'est passé? C'est les ménages qui venaient... Si c'est que ça, c'est des matelas usés. Et les ateliers, les gens prennent des ordures dans les ateliers, la ferraille. Ils viennent les mettre là. Les ateliers de couture, on dit aux apprentis, allez. Tout ça là, il faut former la population. Voilà, il faut former. Il faut avertir, il faut informer, il faut ils ont passé et puis sensibiliser. Ils vont demander aux autorités. Ça, mais pourquoi il y a des poubelles sur la route des gens là-bas, chez les autres, chez nous, il n'y en a pas. Parce qu'on est habitué à la gratuité. À la gratuité. C'est-à-dire, on fait gratuité. Alors, M. Mara, je suis sûr et certain, les autorités nous suivent à tous les niveaux. Si on veut vous contacter pour avoir votre expertise, donnez le numéro de téléphone là. Je suis sûr que votre téléphone va péter ce soir là. 628. Allez-y. 11 32 97. Encore, on reprend. 628 11 32 97. Voilà, pour vous contacter, donc c'est à ce numéro-là, on peut vous joindre. Vous êtes, je rappelle, vous êtes à Dabompa, c'est bien ça, non? Je suis sur le lot 21 de Dabompa. Lot 21 de Alors, M. Mara, si on pensait peut-être à une organisation, parce que c'est difficile, hein, je ne sais pas c'est bloqué où, mais ailleurs, il y a des stratégies qui marchent. Est-ce si on essayait de reprendre ces mêmes, comment on appelle, ces mêmes activités, faire carrément de copier-coller. Comme l'a dit Safiatou, mettre par exemple, parce qu'on sait, tu ne peux pas être dans un foyer et dire que tu ne produis pas des ordures. C'est comme c'est à l'image du courant. Oui. Non, c'est pas possible être à Conakry à l'heure là et dire que tu n'utilises pas le courant. On dit par exemple, Idrissa Cissé, tu es dans la concession telle, famille telle, cette poubelle là, tu gères cette poubelle peut-être avec 2 ou 3 autres familles. Oui, parce qu'après, derrière, il faut une grosse organisation quand même. Il ne faut pas mettre juste 2, 3, 4 poubelles dans un carré alors qu'il y a au moins plusieurs familles. Mais
derrière, il faut penser à ce genre de stratégie parce que quelqu'un qui prend les ordures chez lui pour mettre dans la rue, c'est parce que cette personne, un, n'est pas abonnée, de deux, cette personne ne sait pas quoi faire de ses ordures. Oui. Si on pense à ce genre de stratégie, est-ce que vous ne pensez pas que ça ne peut pas nous aider vraiment à lutter contre, ne pas dormir avec les ordures? Oui, mais moi je pense aussi que le gros problème c'est au niveau des citoyens. Vous savez, M. Mara vient de le rappeler, on n'est pas habitué à payer. Dès que tu demandes à un Guinéen de payer, ça devient une sanction. Oui. Pourtant, l'ordure, c'est payer les PME, c'est vraiment pas une sanction. Je pense que le gros du boulot, ce sera ça. Et c'est en cela, moi, je salue la sortie du ministre Bakar Kamara la nuit pour réprimer, pour faire une patrouille. J'ai salué, franchement, la nuit. De 22h à 0h. Ok, c'est ton point de vue. Tu penses que les citoyens qui viennent jeter la nuit, c'est à la nuit, je réagis, oui. Bon, ce que moi, je voudrais dire ici, c'est que le problème d'assainissement, ce qu'on met dans les textes de loi, on doit les respecter. Le schéma directeur de la ville de Conakry est élaboré par l'Union européenne en compagnie de toutes les autorités. J'étais là. On a dit en 2040, la Guinée devrait être comme ça. Mais pendant que nous y sommes, il y a des choses compliquées. Il y a deux sources de production de déchets à Conakry. Le plus, ceux qui produisent le plus, vous avez vu ces marchés-là. La population est grande. Comprenez, je reviendrai dans une autre émission. Là, c'est sûr. Ce qui fait ça, ce qui fait que là-bas aussi, c'est pas propre. Je reviendrai sur ça. Vous avez l'autre question que j'allais l'administrateur de marché. L'autre question que j'allais vous poser. On n'a pas fini. Il y a deux choses. Ok, allez-y. La deuxième source de production. Donc, la deuxième source, c'est les foyers-là. Lorsqu'on a maîtrisé ces foyers-là, lorsqu'on a maîtrisé le code de l'hygiène et de la salubrité, c'est fini. D'accord. Personne ne viendra mettre, les gens vont avoir peur de venir peur parce qu'ils vont suivre la loi. Vous avez parlé tout à l'heure d'accompagnement des PME par l'autorité. Est-ce que ça vous plairait, par exemple, tous les fonctionnaires qui sont à la fonction publique, par exemple, qu'on dise à la fin du mois, il y a une rétention par exemple de 15 000 francs sur le salaire de tout le monde et comme ça on paye les poubelles. Une solution. Oui, une solution. C'est une solution. 15 000 francs pour tout le monde. Le gouvernement prélève ça et on injecte ça dans les PME. Et ceux qui ne sont pas fonctionnaires, pourtant non, justement, ces fonctionnaires vont être des agents. Là on taxe, on fait autre chose. Ces fonctionnaires vont être des agents. Même en France, on dit quelque chose. Mais on cherche une autre solution. Les nantis payent pour les pauvres. Oui. Même en France, c'est comme ça. Oui. C'est les nantis. Non, ceux qui ne sont pas fonctionnaires qui produisent des ordures, là on fait des taxes et puis chaque fin du mois on vient les voir pour ça réduit le coût. C'est une très bonne stratégie. Par rapport à juste 15 000 francs pour tout le monde. À la fin du mois, et puis voilà, on donne aux PME. Par rapport à sa proposition, aujourd'hui les PME attendent seulement qu'ils soient accompagnés. Ils travaillent, mais ils veulent qu'ils soient accompagnés administrativement, juridiquement. Par qui que ce soit, quelle que soit la couche, le statut de la personne, tout et tout. Mais j'insiste là-dessus. Tant que nous ne respectons pas ce que nous mettons sur papier et que cela soit... Et ça, c'est pas seulement dans le domaine de l'assainissement. Hein. Voilà. Ça, c'est partout. Parce que je vous dis honnêtement, l'Union européenne et Nabel a fait un très bon travail. La professionnalisation de l'assainissement avec le principe du pollueur-payeur. C'est pourquoi les femmes, vous qui parlez de marché là, je reviendrai. D'accord. Les femmes payent là-bas tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Avec l'administration. Mais est-ce que l'assainissement est financier? Non. C'est la grande question. Merci d'être venu sur le plateau de Grand Angle. On espère vous retrouver très prochainement. Parce que très prochainement. Idrissa n'est pas satisfait encore. Il y a beaucoup de questions à poser à l'Imou Soirée et les téléspectateurs. Safiatou, Marie-Angélique Bangoura. Merci surtout pour votre disponibilité. C'est à moi de vous remercier. Voilà, je suis sûr et certain que votre téléphone va péter ce soir avec les appels. Ça n'est fini pour ce numéro de Grand Angle. On espère que vous avez pu tirer profit, en tout cas des interventions de notre invité par rapport à l'assainissement. Qu'on soit au niveau de la primature, qu'on soit au niveau de l'hydraulique, l'énergie, j'espère que l'expertise de M. Mara doit intéresser les autorités au plus haut niveau pour pouvoir débarrasser enfin Conakry des ordures. Ça n'est fini pour ce numéro de Grand Angle, Dieu voulant. On vous retrouve demain. Merci au capitaine Alkali Mohamed Keita qui a mobilisé avec son brassard toute son équipe, ingénieur de son, derrière la caméra, tout le monde mobilisé pour nous accompagner. Merci, Dieu voulant, on vous retrouve demain. Portez-vous bien. Ciao.